vous avez atteint à tel droit, que vous risquez plusieurs millions de dollars de frais de justice et de dommages et intérêts. Si vous êtes une petite organisation, vous allez plutôt rapidement cesser l'attente, et donc l'affaire n'est jamais connue. C'est pour ça qu'il y a pas mal une mauvaise image de la propriété intellectuelle. Pourquoi ce n'est pas la bonne solution les recours en propriété intellectuelle? Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ces comportements-là ne sont pas sanctionnables par les droits de propriété intellectuelle, ni d'ailleurs par, sauf dans certains cas, par les cas de diffamation, de placement par un caméra. Et en plus, bien souvent, faire un recours en justice, déjà vous n'allez pas avoir gain de cause, mais ça peut avoir un effet encore plus désastreux sur votre image de marque que si vous n'aviez rien fait. Quels types de recours sont souvent utilisés? Tout d'abord, contrefaçon de droit d'auteur. Vous allez me dire, pourquoi on est sur une marque? Parce que souvent, les marques sont à la fois protégées par un droit de marque, mais aussi par un droit d'auteur, parce qu'il y a un dessin, et quand on est dans les conditions d'originalité, etc. On a aussi le recours de la contrefaçon de marque, qui paraît un peu plus logique de prime abord, et également les questions de responsabilité civile qui vont venir en fait essayer de protéger vraiment cette réputation de l'entreprise, l'univers de marque, l'atteinte à cet univers. Pour illustrer ma présentation, je vais me baser en fait sur 3 affaires canadiennes. Une première qui est l'affaire Michelin, qui a opposé par la fameuse compagnie de pneus à son syndicat d'employés qui distribuait des brochures, des pancartes à l'occasion de manifestations, qui reprenaient le fameux binôme, le déformé, et critiquait donc Michelin a attaqué son syndicat de travailleurs en justice. On a aussi une affaire BCAA, donc qui est la branche en Colombie-Britannique de l'association des automobilistes, qui l'a une nouvelle fois attaqué en justice son syndicat de travailleurs pour un site internet qu'ils avaient créé, critiquant l'employeur. Et enfin, une troisième affaire, un peu différente, qui cette fois-ci mettait en cause la société Perrier, de l'eau Perrier française, que vous connaissez plutôt bien, avec des bouteilles d'eau qui avaient été mises dans le commerce, qui était une critique à l'ancien Premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, sur plusieurs de ses politiques, et donc au lieu de Perrier, c'était Pierre Hay. Donc, je vais vous prendre les recours un par un, et je vais vous montrer pourquoi en fait, la liberté d'expression est protégée, y compris par le droit canadien, même si c'est plutôt récent. Donc tout d'abord, recours sur la loi sur le droit d'auteur. Vous connaissez plutôt tous bien, ça détrait la chronique tous les jours. Le droit d'auteur est un droit qui est assez vaste, qui repose sur la loi sur le droit d'auteur au Canada, et qui donne à l'auteur, au titulaire du droit, un droit exclusif de produire, reproduire la totalité d'une partie de l'œuvre, et d'autoriser quiconque, ou surtout d'interdire tout le monde. On le voit tous les jours avec les téléchargements illégaux sur Internet. Ces derniers temps, jusqu'au 7 novembre 2012, en fait, c'était un droit d'auteur qui était vraiment puissant au Canada. Et d'ailleurs, dans les affaires Michelin, surtout Michelin, le syndicat avait été condamné en fait sur la base du droit d'auteur. Parce que la liberté d'expression, les critiques sur des œuvres n'étaient pas protégées en droit canadien. C'était l'une des dernières grandes démocraties dans ce cas. Avant le 7 novembre 2012, pourquoi? Parce que depuis le 7 novembre 2012 est entré en vigueur le fameux projet de loi C11. Un projet de loi qui était très critiqué, qui voulait mettre à jour le droit d'auteur canadien, très critiqué, et en même temps je me dis que c'est un projet de loi qui est pas si pire, parce qu'en fait vous aviez des titulaires de droit qui disaient « Ah, c'est un scandale, on crée de nouvelles exceptions », et les législateurs disaient « Ah, c'est un scandale, on crée de nouveaux droits pour les titulaires ». Là je me dis c'est peut-être justement, on a essayé de faire une mise en balance des intérêts, un juste équilibre entre titulaire et utilisateur. Donc c'est pas si mal. Et donc depuis le 7 novembre 2012, elle est entrée en vigueur de cette loi, vous avez l'article 29 qui a été modifié et pour lequel on a ajouté une exception de parodie ou de satire, qui était une exception qui existait depuis pas mal de temps en droit de l'Union ou en droit américain. Et l'idée, c'est que la critique de marque, le détournement de logos, pourrait rentrer dans cette nouvelle exception de parodie et de satire. Une exception, je vous dis, qui est toute nouvelle, qui a quelques mois, qui donc, évidemment, n'a encore jamais été étudiée par un tribunal,
Mais si on se base sur la position de la Cour suprême canadienne, sur d'autres types d'exceptions, sur les autres cas d'exception de 2029, en fait, une critique sur une marque sur une entreprise pourrait être protégée si on respecte 3 cas. Tout d'abord, si on parodie ou on critique directement le logo ou l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la marque de l'entreprise pour critiquer un petit peu. C'est la différence entre Target ou Weapon, parodie ou satire. Deuxième critère, c'est qu'on ait une œuvre qui ne concurrence pas la première. Donc c'est toujours la même idée, c'est qu'on fait de la critique pas pour faire du business, on fait vraiment de la critique pour critiquer. Il y a une volonté de conscience citoyenne, etc. Et le troisième critère, c'est l'absence de confusion, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'œuvre qu'on critique, mais qu'on la déforme quand même assez pour que tout un chacun, en voyant la critique, la parodie, puisse se dire « Ah oui, là on se moque, on critique, on essaie de mettre en avant tel ou tel point », et pas se dire « Est-ce que c'est eux qui font l'autodérision ?» Voilà, c'est un peu les critères. Vous allez me dire c'est très vague, c'est des standards en propriété intellectuelle, on essaie de définir des standards vagues. C'est une proposition qu'on fait en fait dans le cadre de l'affaire Enzyme dont je vous parlais. À McGill, avec 2 autres étudiants, j'ai travaillé sur l'établissement justement par la Cour fédérale dans le mois prochain de ces nouveaux standards pour protéger la liberté d'expression au Canada. Donc normalement, pas le droit d'auteur. Ensuite, droit des marques. Là encore, donc c'est la loi sur les marques de commerce du droit fédéral qui protège les marques de commerce au Canada. Vous avez 3 types de recours. Le premier, c'est l'article 19, qui en fait va vous permettre d'interdire l'utilisation de votre marque par un concurrent pour les mêmes produits et services que vous dans la Ligue des affaires. Vous avez le deuxième recours, qui est l'article 21, qui va vous permettre d'interdire à un tiers d'utiliser la marque de votre marque, pas nécessairement pour les mêmes produits et services que ceux que vous commercialisez, mais pour une utilisation qui va pouvoir créer de la confusion dans l'esprit du consommateur. Si quand il arrive dans les rayons, c'est pas mon produit ou service, mais il va pouvoir croire que ce produit ou ce service émane de vous, et là vous allez pouvoir obtenir une sanction. Troisième cas, c'est la protection en fait, de la réputation, de la valeur attachée à la clientèle d'une marque, ou s'il y a un usage qui est fait par un tiers de votre marque, et que ça entraîne une perte de votre clientèle, une mauvaise image de votre entreprise, il va également pouvoir y avoir une sanction. Vous allez me dire, ça paraît quelque chose d'assez large, un peu comme le droit d'auteur, mais en fait, à la différence du droit d'auteur, qui est un droit qui est large, qui connaît quelques exceptions, comme je vais vous montrer, c'est l'article 29, le droit des marques est un droit qui est très restreint. C'est un droit puissant, mais au sein d'une petite sphère, qui est la sphère du commerce. En dehors de la sphère du commerce, le droit des marques n'a aucun effet. Et donc, ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir actionner le droit des marques, c'est un emploi, mais pas un emploi comme on va en parler en marketing, en communication. C'est un emploi au sens technique, au sens juridique. Et qu'est-ce qu'un emploi, en fait, au sens juridique? C'est un emploi dans la pratique normale du commerce. C'est-à-dire, pour vendre quelque chose, c'est quand on appose son logo sur un produit pour le vendre, c'est quand on appose son logo sur un service. C'est un peu plus compliqué, donc c'est dans l'exécution, dans l'annonce de ce service. Donc voilà, le droit des marques, il est restreint vraiment à ça, la sphère du commerce. Du moment que vous n'êtes pas dans la sphère du commerce, le droit des marques devient inopérant. Et c'est une position qui est continue depuis des années, notamment depuis l'arrêt Clairol en 68. Les tribunaux sont unanimes du moment que vous n'êtes pas en train de faire de la vente du business. Vous n'avez pas d'usage au sens de la loi sur la marque de commerce, et donc vous êtes protégé. Enfin, par là, on essaie justement de protéger la liberté d'expression, la liberté commerciale, la publicité narrative, tous ces usages. La limite est toujours un peu délicate dans certains cas à tracer. Beaucoup de jurisprudence pour délimiter ce qu'est le prestige. Et justement, dans l'affaire Michelin dont je vous parlais tout à l'heure, si le syndicat a été critiqué sur la base du droit d'auteur, à l'inverse, sur la base du droit des marques, Michelin a perdu. Pourquoi? Parce que la Cour a dit qu'il n'y a pas d'usage au sens technique. Okay, ils ont imposé votre logo, ils l'ont déformé, mais au sens de la loi sur les marques de commerce, ils n'ont pas utilisé votre logo pour faire du business, en étant précisé que
contrairement à ce qui s'est démontré au Michelin, les cours estiment que l'activité syndicale ne constitue pas une activité commerciale, même s'il y a toujours une dimension économique, parce que tout coûte de l'argent et il faut bien financer ce type d'action. C'est la même décision qui a été prise, cette fois-ci en Colombie-Britannique. Dans l'affaire Bisley Green, on a encore dit une nouvelle fois que s'il n'y avait pas d'usage au sens technique du terme, s'il n'y avait pas de violence dans cette affaire, puisque c'était une critique de la part d'un syndicat, eh ben, il ne pouvait pas y avoir d'atteinte à l'image de marque. A l'inverse, je vous parlais de l'affaire Source-Perrier tout à l'heure. Là, cette fois-ci, on a eu une compromission de marque parce qu'il y avait un usage dans les affaires. D'ailleurs, on vendait la bouteille d'eau. Donc là, on faisait du business, donc la loi sur les marques de commerce pouvait rentrer en jeu. Ce qui nous permet de faire comprendre la limite qu'on essaie de tracer entre les. Et bon, en plus, la sanction a été aggravée par la Cour, puisqu'il y avait un usage à des fins politiques, on a estimé. Ça a aggravé d'autant plus l'atteinte à la Cour. Alors, cette manière de délimiter pour protéger la liberté d'expression et la critique de l'usage demande encore d'être confirmée par des cours supérieurs, puisqu'en droit, on a prévu une première instance, ensuite le tribunal d'appel, et enfin la Cour suprême. Tous les arrêts dont je vous ai parlé sont des arrêts qui ont été rendus par des décisions par des tribunaux de première instance. Mais bon, si on regarde la position de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale d'appel, dans d'autres affaires, on est pas mal sûr que cette vision-là de la définition de l'usage est celle qui doit s'appliquer en droit canadien. Et une nouvelle fois, toujours ce qui est important, c'est d'avoir des critères, une grille d'analyse pour savoir si un usage rentre ou pas dans tel cas. Les deux critères qu'on a pu imaginer en faisant une revue de la jurisprudence, une revue de la doctrine, c'est qu'un usage va être protégé, une critique va être protégée, si l'usage de la marque est seulement fait pour critiquer le titulaire de la marque, sans autre vision, et surtout s'il n'y a pas de recherche de profit direct ou indirect. C'est-à-dire si la campagne, c'est en fait un concurrent qui essaie en sous-marin de récupérer une partie de la clientèle. Si jamais il y a un risque que cette critique, en fait, la volonté de cette critique, c'est de dévier la clientèle vers un concurrent, là, il va y avoir une sanction parce que d'une manière indirecte, il y a une recherche de profit. Donc voilà comment est-ce qu'on essaie de délimiter. La même question également sur les noms de domaine et les noms d'utilisateurs. Et là, la jurisprudence est un peu plus hésitante et peut-être un peu moins protectrice de la liberté d'expression, puisqu'on est sur la confusion du consommateur. Et les cours ont estimé par contre que on n'allait pas regarder s'il y avait un usage commercial ou pas commercial. On regarde juste la possible confusion initiale du consommateur. C'est-à-dire si vous avez exactement la marque suivie de .com, .ca, etc., là vous allez pouvoir avoir une contrefaçon. Parce que le consommateur, dans la vie de tous les jours, s'il voit le site internet, il va pouvoir croire que c'est celui de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui, objectivement, je trouve qu'on peut contester. Ce serait croire que les utilisateurs tapent directement la marque pour accéder à un site. Je pense qu'il passe plutôt par les moteurs de recherche. Et donc toutes les questions d'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche m'apparaissent un peu plus pertinentes que cette doctrine de la confusion initiale. Mais en droit canadien, c'est la position. C'est pas celle du droit de l'Union. Et aux États-Unis, les cours ne sont pas vraiment. Ensuite, troisième recours dont je vous parlais tout à l'heure, la responsabilité civile. En droit québécois, on va dire droit civil. En Canada, sur le tort of passing off. La nouvelle fois, vous avez plusieurs conditions à réunir. Donc, il faut toujours démontrer une clientèle, que vous avez eu un dommage, que vous avez eu une déception du public. Mais une nouvelle fois, même sur ce troisième recours, vous avez pas de moyen de gagner, puisque dans l'affaire BCA, on a estimé que si c'était une vraie critique, il n'y avait pas de moyen qu'il y ait une confusion du consommateur qui puisse croire que ça émane de vous, et à partir de là, on va protéger la liberté d'expression. D'ailleurs, la Cour suprême, pas dans une affaire de critique comme ça de Mme Juliette, a déjà mis en exergue cette importance de protéger la liberté d'expression au Canada face aux marques de commerce. Donc voilà, pour vous résumer le principe, votre marque est attaquée, et bien, contrairement à ce qu'on peut croire, vous n'avez pas de recours sur le droit d'auteur, parce que c'est une satire. Vous n'avez pas de recours sur le droit des marques, parce que ce n'est pas un usage au sens technique.
et vous n'avez pas de recours sur la responsabilité civile parce qu'il n'y a pas de confusion. Désolé, le droit ne vous est aucun secours dans ce cas-là. Désolé vraiment, mais par contre, une limite, c'est que c'est vraiment limité au cas où il n'y a aucune recherche de profit. C'est la vraie critique scientifique pour protéger la liberté d'expression. Et évidemment, c'est une critique qui est fondée sur des faits avérés. Parce que sinon, on va facilement pouvoir retrouver dans les cas de diffamation, là, je vous rassure, le droit dans ce cas-là de venir vous aider. Voilà, si vous êtes recherche de profit ou de la diffamation, alors on a des exceptions sur le droit commun. Ces solutions, si vous êtes dit c'est le droit canadien, le droit québécois, c'est les mêmes positions qui sont écrites en droit américain et en droit de l'Union, même si vous sur les mêmes domaines un peu plus mitigés. Donc à surveiller dans les mois à venir, ne vous inquiétez pas, ça va faire la une de la presse. Donc l'affaire Avanzite, puisque c'est le premier cas en droit d'auteur depuis en 2011. C'est le premier cas aussi par un groupe de consommateurs. D'habitude, vous avez dit en droit canadien, c'est des syndicats de travailleurs. Là, c'est un groupe de consommateurs. Donc un premier cas aussi grand public qui n'est pas juste entre mains au sein d'une petite sphère. Donc voilà, donc peu de risque d'avoir gain de cause et surtout le plus gros risque d'attaque en justice, c'est de mettre en avant la campagne. Parce que même si vous attaquez en justice et que c'est une petite entreprise qui va vite retirer le site, là vous risquez d'avoir les testueuses inutes sur Internet ou ce que vous voulez faire disparaître, comme les gens sont au courant, et en fait vous avez des millions de personnes qui vont aller voir ce que vous avez voulu faire disparaître. Et ça fait boule de neige. Également, ça donne une très mauvaise image de la compagnie, parce que vous êtes une compagnie qui fait une atteinte à la liberté d'expression, donc ce qui est une liberté fondamentale. Et puis ils vont se dire, si on vous a attaqué, que vous avez riposté comme ça aussi violemment, c'est peut-être que la campagne s'est donnée, on peut peut-être aller voir votre concurrent. Il y a toujours aussi cette idée, peut-être, qu'il y a toujours mauvais effets. Et je vais finir sur l'affaire Oasis, qui était pas vraiment en critique, mais sur la mauvaise image. C'est les compagnies Oasis qui attaquaient une petite société, c'était Vudomi, si mes souvenirs sont bons. Oasis, il n'y avait aucun risque de confusion, mais c'est juste que là, j'ai eu des infos en interne. C'est le service juridique qui s'est senti pousser des ailes, qui a voulu montrer son existence, qui a attaqué en justice. Au final, ça s'est tellement mal passé que, alors ils ont gagné en appel, on leur a dit que il n'y avait pas de contrefaçon, mais c'était quand même pas une procédure abusive où tout le monde devait payer ses frais. Et la petite dame s'est retrouvée à devoir débourser des milliers de dollars qu'elle n'avait pas nécessairement. Et ça a tellement fait une mauvaise image à la compagnie qu'ils ont été obligés d'aller la voir, de lui régler des choses sans être obligés par une cour de justice et d'essayer de communiquer un max. On n'est pas si méchant, on a vu une erreur. En fait, c'est le service marketing qui est arrivé par derrière. Et quand on leur pose la question, c'est gentil, c'est ce qu'ils ont fait, ça nous a rendu fous. Et ça fait plus de mal à l'entreprise d'aller attaquer cette société. Objectivement, c'est à peine si on connaissait son existence par rapport à un produit que de respect. Donc généralement, le mieux, mais c'est pas moi qui vous explique à faire du marketing, je pense que les plus grands experts ici, de ne pas réagir, ou sinon faire comme la Redoute, comme ça, sur la Redoute en France. Vous avez dû tous voir, je pense, cette histoire d'hommes nus sur le catalogue pour des choses d'enfants. On utilisait leur logo, leur site, on l'a détourné dans tous les sens. Ils auraient pu très bien faire une active, attaque en justice. Non, ils ont été bien conseillés pour celui-là. Ils ont plutôt essayé de transformer le bad buzz en good buzz, de retourner la situation. Ils ont lancé une campagne d'auto-télévision en déformant d'autres photos. Et au final, on se souvient tous de l'homme nu, mais on se souvient surtout d'une entreprise qui sait reconnaître ses erreurs, puis qui sait rire sur Internet. Et quand on est sur Internet, il faut mieux jouer avec les règles d'Internet. Si vous essayez d'imposer votre monde réel au monde virtuel, c'est mon sujet de TED là, sur le droit des marques, d'un seul coup ça va bugger, parce que c'est un peu contraire aux enjeux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Commentaires, réactions, questions? Oui. Si tu peux te nommer, alors, Luc Dupont de l'Université d'Ottawa qui réagit. Merci. Communicationnel et moins juridique, mais la question évidemment que je me posais en vous écoutant, d'un point de vue argumentationnel,
toujours dans le cadre juridique, qu'est-ce qu'on sait sur l'impact de ces détournements-là, détournements de logo, détournements de marque également, sur l'image de l'entreprise? Est-ce qu'on a développé un argumentationnel de ce côté-là ou est-ce qu'on se concentre plutôt sur des, comme on l'a vu ici, sur un certain nombre d'aspects ou de caractéristiques là, inhérents à la loi? Eh bien alors, le juriste qui est en moi, vous direz, enfin le juriste traditionnel qui est en moi, vous direz votre deuxième solution. Normalement, on se concentre dans le texte de loi, etc. Mais vous avez aussi un peu vu sur mon début de présentation, où pour ceux qui connaissent, je me basais aussi sur l'ouvrage de Naomi Klein. Et demain matin, je dépose mon examen de synthèse de thèse. Dans ma thèse, justement, je sors du droit et je vais aller regarder sur ce qui s'est fait. Rien ne s'est fait en droit. En droit, même au Canada, où on a pourtant des juristes qui s'ouvrent à la réalité vivante, justement, je vais aller étudier cette question pour essayer de réformer un peu le droit de marque et les standards des tribunaux. Aller voir quel est vraiment l'impact de la marque sur le consommateur, sur les liens entre les concurrents. En droit, il n'y a aucune étude qui a été faite. Il y a Teresa Scaza à l'Université d'Ottawa qui a publié un article il y a genre 2 mois, justement, où elle essaie de se poser ces questions. Elle se base aussi, parce que les juristes, notre première réaction, si on va aller voir ça, on se base tous sur l'ouvrage No Logo, même si je sais qu'il y a une littérature qui est bien plus abondante, et là je suis en train de la découvrir. Mais non, avec un peu de chance, dans quelques années, je ne vais pas dire le chiffre, vous aurez peut-être une thèse, Université de Montréal, sur la question, et pour le moment, il y a... Donc, je comprends que juridiquement parlant, c'est une démonstration que les entreprises n'ont pas fait encore. Non, je vous dis, il y a très peu d'arrêts, très peu de décisions de justice. On n'en sait pas plus. Merci. Ou du moins, je ne l'ai pas lu, mais comme je l'ai dit, là, j'étais en rédaction d'examen de synthèse, j'ai pas le mal lu sur le sujet. J'ai pas vu ça. J'espère pas être passé à côté, qu'on ne réappelle pas ma soutenance. Mais... Merci. Merci beaucoup. Donc, on va enchaîner puisqu'on veut arriver à la pause midi dans quelques minutes aussi. Donc, Madame Valérie Laroche, pour la prochaine présentation, le titre « L'influence de la marque employeur ». Donc, on reste encore autour des marques sur la e-réputation. L'exemple des banques présentes sur le marché français. Je vous lis quelques lignes de son résumé de présentation. La crise financière mondiale de 2008 a participé à la mauvaise réputation des banques et des banquiers et a modifié les regards que les clients et plus largement la société française leur porte. C'est la même chose chez nous. Donc, c'est pas limité au cas français d'une certaine façon. Depuis, les banques sont à la reconquête de leur réputation face à l'opinion publique. On vous écoute à ce sujet. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Donc, si j'ai précisé que je m'intéressais aux banques françaises, c'est parce que j'ai fait une étude de cas. Et dans cette étude de cas, je me suis intéressée à 3 banques bien précises, qui sont le Crédit Agricole, BNP Paribas et la Société Générale. Et sur ces 3 banques, j'ai interrogé les responsables de la marque employeur. Et donc, je pose la question, dans quelle mesure la marque employeur participe et influence l'e-réputation des entreprises. Donc, pour répondre à cette question, je vais commencer par illustrer ce que j'entends par marque employeur pour chacune de ces marques en précisant la caractéristique principale que j'y trouve. Et enfin, dans une deuxième partie, je m'intéresserai à l'e-réputation en interrogeant par les moteurs de recherche notamment, comment on peut analyser cette réputation et quelle est la place de la marque employeur dans les résultats. Alors, pardon. Je fais ce qu'il faut. Donc pour commencer, je voudrais revenir sur la définition de la marque employeur. Donc pour moi, c'est un terme qui désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque à l'égard de la cible des employés ou des salariés potentiels. Donc je précise qu'ici, je ne m'intéresse pas à la banque en général, mais uniquement à la banque en tant qu'employeur. Employeur, donc avec une vision recruteur et avec une vision de salarié en poste. Donc
c'est donc une problématique qui va intéresser les services de gestion de ressources humaines et de communication. Et l'objectif est de rendre la banque attractive et séduisante en tant qu'employeur potentiel. Donc cette marque, elle permet de promouvoir l'attractivité de la banque en développant des arguments concernant sa capacité à attirer et à recruter des candidats. Le deuxième élément, c'est la préoccupation constante de sa réputation et la perception qu'a le public de cette entreprise en tant qu'employeur. Enfin, la marque, elle permet aussi d'afficher les engagements vis-à-vis de ses salariés pour obtenir leur implication et leur motivation. Et évidemment, il ne faut pas oublier que ce discours doit être en adéquation avec les actes, puisque c'est aussi avec l'adhésion des collaborateurs que la marque va trouver sa légitimité. Enfin, une marque sert à différencier une banque de ses concurrents en définissant un système de production de sens dans lequel les futurs employés et les salariés se reconnaissent. Donc il est notamment composé des éléments de la politique de marque. Donc ce que j'entends par politique de marque, c'est les marques, le logo, la couleur, etc. Et des éléments historiques liés à l'emploi et à l'employabilité. Donc là, je pense plutôt à l'histoire de l'entreprise sur le plan des licenciements, des rachats et des campagnes de recrutement. Donc pour illustrer ces idées, je vais m'appuyer sur la marque employeur Welcome, qui est la marque qu'affiche le Crédit Agricole sur son site institutionnel, site groupe. Et donc sur ce site, cette marque affiche fièrement sa marque qui est destinée aux candidats. Donc elle affiche clairement ses objectifs qui sont de redonner du sens au métier de banquier pour attirer les meilleurs, attirer les profils qui sont en adéquation avec les valeurs et la culture du Crédit Agricole. Donc j'ai mis sur le transparent une citation de Marie Perpel, qui est responsable de la marque employeur et relations enseignement supérieur pour le Crédit Agricole, et qui déclare dans une interview à un blogueur du site Région Job que par la marque employeur, je la cite, « Il s'agit tout simplement de faire connaître le groupe en tant qu'employeur et d'être reconnu pour ce que nous sommes, un groupe au fondement coopératif composé de 160 000 collaborateurs, dont 45 000 à l'étranger, leader en France et en Europe, avec des marques fortes proposant de réelles opportunités à travers une diversité de métiers et d'implantation. » Donc si cette marque employeur, elle permet d'attirer les meilleurs profils, en adéquation avec les valeurs et la culture du Crédit Agricole, elle permet aussi de fédérer les collaborateurs issus des diverses entités. Donc le développement depuis avril 2012 d'une démarche affichée de responsabilité sociale des entreprises va dans ce sens. Donc FRED, c'est le nom donné à leur démarche responsabilité sociale des entreprises. C'est le nom donné par la société, par le Crédit Agricole, pardon. Donc l'objectif de FRED est donc d'impliquer les collaborateurs en stimulant les initiatives et en construisant des politiques de développement durable au sein de chaque métier. Dans cette démarche sont affichés les engagements en matière de gestion responsable des collaborateurs. Elle met l'accent sur sa politique de recrutement soucieuse de la diversité, du développement des compétences et de ses salariés. Par le biais de la formation, de la mobilité, de la détection et de la valorisation des talents, elle valorise l'employabilité de ses salariés. Donc la marque employeur, elle permet aussi donc d'influencer les individus qui travaillent au sein de l'entreprise, de fédérer les collaborateurs, de les impliquer et de les motiver. Donc BNP Paribas déclare sur son site des engagements similaires en matière de responsabilité en faveur de ses employés. On voit très clairement mentionné l'engagement 5, la diversité, en engagement 4, le recrutement et la formation, et enfin en engagement 6, la gestion solidaire de l'emploi. Alors, en dehors des collaborateurs, BNP Paribas s'intéresse aux candidats au recrutement en développant une marque employeur plus conversationnelle et plus humaine
que celle que je viens de développer pour le Crédit Agricole. Le 15 mars 2012, BNP Paribas a mis en place la conférence THEMA, intitulée « La marque employeur a un visage », où des professionnels du groupe BNP Paribas ont présenté ont proposé en fait l'animation d'une table ronde où de grandes entreprises telles que SNCF, LinkedIn ont présenté une vue d'ensemble des stratégies à suivre et à inventer pour donner à la marque employeur le visage des salariés. Donc ici, ce thème, il présente l'accent mis sur les salariés dans le développement de la marque employeur. Et l'autre application qui témoigne de cette volonté est celle qui est affichée sur mon transparent, l'application Backstage, développée depuis février 2011 et qui est une plateforme de discussion interactive sur Internet destinée aux candidats potentiels, au recrutement et aux internautes. Donc en se connectant sur le site backstage.bnpparibas.com, les candidats peuvent échanger en toute transparence avec des collaborateurs du groupe BNP Paribas sur les thèmes de l'emploi, des métiers et des carrières au sein de l'entreprise. Cet outil s'adresse à toute personne envisageant de postuler en France ou souhaitant se renseigner sur les métiers et la culture d'entreprise. Donc, des collaborateurs représentant différentes lignes de métiers du groupe BNP Paribas sont les interlocuteurs privilégiés et sont censés répondre en 48 heures aux candidats. Donc, l'objectif affiché est d'aider les futurs candidats à collecter le maximum d'informations et à préciser leur choix professionnel, à faire connaître l'entreprise, à donner la parole à ceux qui la vivent au quotidien et à attirer les profils les plus pertinents. Donc BNP Paribas intègre donc des ambassadeurs de marque à la diffusion de sa marque employeur et favorise la prise de parole des salariés sur les réseaux sociaux, cette prise de parole étant encadrée par une charte de bonnes pratiques. Quant à notre troisième banque, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'est bon. Quant à notre troisième banque, donc, développons ensemble l'esprit d'équipe qui est le slogan de la nouvelle campagne de la Société Générale. On voit que les dirigeants, interviewés dans un film diffusé sur YouTube, ce message communicationnel, pour eux, donne tout son sens à la relation moderne que la banque souhaite bâtir avec ses clients. Donc une relation de confiance inscrite dans la durée, équilibrée, où la banque s'engage aux côtés de ses clients pour les aider à progresser dans leurs projets et pour progresser avec eux. Pardon. Mince. Bon, tant pis, je peux y arriver. Donc, développant ensemble l'esprit d'équipe est aussi le mot d'ordre en interne de la dynamique de transformation engagée par le groupe. Conjuguer les compétences, faire jouer les synergies, mutualiser les ressources et les bonnes pratiques pour mieux mobiliser au final la performance de l'entreprise au service de ses clients. Donc le message est riche de sens, tout autant pour les collaborateurs que pour les clients. Donc dans ce message, on n'entend pas parler des candidats, mais la Société Générale s'engage dans le développement d'une politique RH malgré tout, en respectant, entre guillemets, le contrat de progrès social, de progrès mutuel, pardon, qui est un engagement partagé pour que le salarié progresse dans sa carrière et que la banque progresse dans ses résultats. Donc il définit l'objectif qu'il veut atteindre à la Société Générale et la banque fait tout pour l'aider à réussir par les opportunités offertes en matière d'évolution professionnelle, par les formations et par la mobilité fonctionnelle et géographique proposée. Donc, comme je viens de le dire, les candidats ne sont pas mentionnés dans le film transmis par les dirigeants de l'entreprise, avec la notion d'esprit d'équipe, mais malgré tout, cette campagne peut donner envie à des salariés d'être joueurs de cette équipe. Et pour cela, il faut que la Société Générale se fasse connaître des candidats. C'est pourquoi Franck Lapinta, responsable marketing, web et RH 2.0, met l'accent sur le développement de la présence et de la diffusion de l'image employeur auprès des candidats. Comme l'ensemble du process de recherche d'informations et de sourcing se fait en ligne, il est donc indispensable pour Franck Lapinta, le chef d'orchestre de la marque employeur de la Société Générale, de développer la marque employeur par une présence de la Société Générale
en tant qu'employeur sur les médias sociaux, en ciblant évidemment ceux qui ont la préférence des candidats. Donc ici, j'ai repris la liste des médias sociaux sur lesquels est présente la Société Générale et qui diffuse la liste de l'ensemble de ces pages Facebook, pages Twitter, pages Viadeo, pages LinkedIn qui sont présentes sur le site groupe de la Société Générale. Donc ces médias sociaux visent à permettre, selon Franck Lapinta, une diversité des points de vue, valorisant le dialogue et les échanges directs qui viennent compléter une communication corporate classique où le candidat n'est qu'un récepteur passif. Les réseaux sociaux, professionnels et grand public, sont utilisés en fonction des cibles visées et des objectifs. Facebook pour l'alternance ou pour Citizen Act, un business game de la Société Générale. Twitter pour diffuser de l'information en temps réel et effectuer une veille. Viadeo et LinkedIn pour animer des communautés d'experts. Le blog Tous Uniques sur la thématique du handicap et de l'emploi. Une web TV qui reprend plus de 150 programmes. Donc j'ai encadré sur le transparent l'ensemble des pages qui sont liées à une problématique d'employeur et si BNP Paribas et la Société Générale sont plus présents sur les médias sociaux, si je les prends en tant que site groupe et site institutionnel, la Société Générale est celle qui est la plus présente sur les médias sociaux avec sa casquette d'employeur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de développer plutôt cette banque-là sur les réseaux sociaux plutôt que les deux autres. Donc j'ai développé la marque employeur en essayant de montrer, ou en mettant l'accent sur les spécificités de chacune des trois banques, en montrant que la Société Générale est celle qui est la plus présente sur les médias sociaux en tant qu'employeur. Sur les réputations d'un employeur, donc sur mon schéma, le service communication RH de l'entreprise a évidemment sa place, mais elle n'est pas la seule à diffuser l'e-réputation. Et donc je vais, dans la suite de ma présentation, insister essentiellement sur les moteurs de recherche et autres outils d'agrégation et sur les influenceurs. Donc, même si je peux citer d'autres parties prenantes à l'e-réputation. Donc pour Alexandre Villeneuve, l'e-réputation, elle correspond d'abord à la représentation de l'entreprise que les internautes se font sur les flux d'informations qu'ils rencontrent sur Internet. Cette citation veut donc dire que la marque doit être présente dans les pages de résultats ou sur les outils qu'utilisent le plus fréquemment les internautes intéressés par la réputation des marques, des banques. Donc si la banque doit se présenter dans la liste, il est préférable que les résultats de Google ne soient pas essentiellement des déclarations issues des pages de sites web, mais soient aussi des communiqués de presse, des articles de médias, des propos tenus par la banque sur les réseaux sociaux, pour diversifier les auteurs des déclarations sur les canaux par lesquels provient l'information. Cette diversification est utile pour rendre encore plus crédible l'information que l'on va voir apparaître sur ces réseaux. Donc j'ai fait une petite recherche sur Google le 1er mai 2013, sur lesquelles je présente sur mon transparent les trois sociétés, avec le nom de la société Crédit Agricole, et j'ai y inscrit employeur, et je me contente d'analyser uniquement les 5 premiers résultats des 3 banques. Et donc je vois qu'à la requête que je viens de mentionner, j'ai 4 références du Crédit Agricole pour le Crédit Agricole, 2 références du site de la Société Générale sur 5 pour la Société Générale, et 1 référence du site BNP Paribas pour la société BNP Paribas.
Donc j'ai fait la même chose avec le moteur de recherche sur YouTube, où là j'ai des vidéos qui sont présentées. Donc pour BNP Paribas, celui qui est le plus à droite, j'ai l'intervention de Carole Sautel, responsable recrutement de cette banque à la conférence RMF Conf, qui apparaît en premier résultat. Donc dans cette conférence, Carole Sautel discute de la marque employeur en insistant sur la plateforme Backstage que j'ai développée tout à l'heure. Les deux résultats suivants font référence à des vidéos diffusant la campagne employeur. La première met en avant la fierté d'être banquier et comment cette expérience peut être vécue par de nouveaux salariés. La deuxième met en avant la liste des 14 vidéos qui sont orientées sur la marque employeur. Enfin, BNP possède une chaîne généraliste, ce qui explique les résultats très orientés sur les vidéos du groupe. L'avant-dernier résultat de cette mini-liste est une vidéo de l'animatrice, dont l'animatrice est Anne Pestel, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure et qui est responsable de la marque employeur. Et enfin, la dernière référence, c'est une vidéo qui présente l'atelier La marque employeur a un visage, qui montre comment BNP Paribas s'intéresse à la marque employeur, pas uniquement en son nom à lui tout seul. Pour la Société Générale, les trois premiers résultats mettent en avant des interviews de Franck Lapinta, qui est donc, comme je l'ai déjà dit, responsable marketing web et RH 2.0, ce qui les rend crédibles aux yeux des internautes, mais aussi aux yeux des responsables de la banque. Le quatrième résultat présente la chaîne officielle Carrière de la Société Générale, qui contient 60 vidéos. Et enfin la dernière, Emmanuel Chila, blogueur, animateur d'interviews, dont les interviews sont orientées sur la marque employeur, et qui est présent en cinquième résultat, car il a interviewé Franck Lapinta dans une de ses dernières interviews. Enfin, les résultats du Crédit Agricole présentent des interviews de Sophie Serratrice, responsable recrutement. Donc là, on voit qu'il y a 38 vidéos métiers qui sont présentées et un film qui présente la marque Welcome que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc l'intérêt de ces résultats, c'est de voir que la banque en tant qu'employeur est bien représentée, que certaines vidéos sont relayées par des sources autres que la banque elle-même, assurant une crédibilité supplémentaire aux messages diffusés. Donc les vidéos de la Société Générale sont tous mentionnées par des liens extérieurs à la banque. Seul le premier résultat de BNP Paribas est un lien d'un blogueur influent et les deux derniers résultats du Crédit Agricole sont diffusés par des intermédiaires. RH de Noé étant un blogueur actif sur Facebook et Twitter et NQTube 1 étant moins influent sur le domaine de la marque employeur. Donc, si les résultats sur les moteurs de recherche, excusez-moi. Si les résultats des moteurs de recherche participent à l'e-réputation, puisque ce sont des informations que rencontre l'internaute, on peut considérer que les influents sont aussi des internets qui participent à l'e-réputation, puisque leurs messages ou ceux qu'ils relaient sont plus diffusés. Il s'agit alors de s'intéresser aux informations relayées par les internautes et au potentiel de contagion d'une information selon l'influence des relais. Donc on va regarder le moteur de recherche Topsy. Je ne suis pas bien douée. Le moteur de recherche Topsy, et je me suis concentrée uniquement sur la marque de la Société Générale, puisque dans les 30 derniers jours, quand je fais une recherche sur ce moteur en écrivant marque employeur Société Générale ou marque employeur BNP Paribas ou marque employeur Crédit Agricole, la seule où je trouve des résultats, c'est sur Société Générale, ce qui s'explique parce qu'ils viennent de sortir une actualité en ayant un site qui s'appelle My Coaching Group qui vient de sortir et donc qui fait qu'il y a pas mal de tweets qui sortent en ce moment. Donc ce qui m'intéresse de voir là, c'est l'influence des auteurs de tweets, et notamment du premier avec ID Carrière, qui est
un blog, Idées Carrière, c'est un tweet, mais c'est aussi un blog influent dans le domaine du recrutement. Et on voit que ce tweet a été relayé 53 fois et qu'il est que Idées Carrière est une personne qui est influente puisqu'elle fait partie pour Topsy des 5% des auteurs de tweets les plus influents sur la twittosphère. Donc si j'ai encore un peu de temps. Donc d'autres preuves de crédibilité en dehors des éléments que je viens de donner, c'est l'idée qu'une réputation, c'est la capacité de structurer une logique permanente de preuves pour être crédible. Et donc là, par ce transparent, je voulais attirer l'attention sur tout ce qui est de l'ordre des certifications qui permet de donner une assurance ou une garantie et de situer la banque par rapport à d'autres avec un organisme qui garantit la certification. Donc en conclusion, ce que j'essayais de démontrer, c'était est-ce que la marque employeur a une incidence sur les réputations, et par ce que je vous ai montré, j'ai essayé de montrer, il me semble avoir montré que la marque employeur est un acteur majeur de l'e-réputation dans le secteur bancaire, et notamment des 3 banques que j'ai montrées, que j'ai choisi exprès pour montrer que lorsque une marque employeur est travaillée, elle est un acteur majeur de l'e-réputation. Enfin, je voulais ajouter l'idée de crédibilité renforcée. C'est qu'une marque employeur, pour avoir du poids, il faut qu'il y ait des dispositifs de jugement qui viennent s'associer au travail de communication fait par la marque elle-même pour asseoir et garantir la fiabilité et la pertinence des propos tenus par la marque employeur. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Alors, un bref commentaire, question, réaction. Oui, monsieur? Bonjour, Martin Lessard de Radio-Canada. Juste un petit commentaire sur, vous avez montré des résultats sur Google. J'ai moins compris à quoi ça peut vous servir, sachant que Google, depuis un certain temps, les résultats sont personnalisés. Donc, ce que vous voyez de votre côté, dans l'endroit où vous le voyez, puis selon le poste que vous choisissez, ce n'est pas les mêmes résultats. Je me demandais jusqu'à quel point c'est important dans le cadre de votre étude, les résultats Google, par opposition à Topsy, qui est peut-être plus réseaux sociaux. Alors en fait, si j'ai fait un affichage de Google, c'est qu'il me semble que c'est encore aujourd'hui une des plateformes les plus utilisées par les candidats notamment, qui sont a priori pour la marque employeur ceux qui peuvent être intéressés pour aller avoir de l'information sur la réputation de la marque employeur. Okay. C'est pour ça que j'ai fait cette recherche. Alors après, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre de véritables candidats et de chercher sur leur ordinateur pour proposer les résultats. Okay, et là, c'est vrai que j'ai peut-être pris un biais en le faisant par moi-même. D'accord. Merci. Alors, autre commentaire, réaction pour tout de suite. Alors, écoutez, étant donné qu'on a déjà un petit peu dépassé notre temps, je pense qu'on va devoir conclure ici en vous remerciant beaucoup et en invitant tous les participants à aller luncher ici juste à la sortie et nous vous gardons autour avec nous. Et 30 pour reprendre et avoir notre rythme là, dans notre programmation là, avec ce que nous avions prévu à l'horaire. Alors, merci beaucoup. On se voit tout de suite à 13h30. J'aimerais voir juste rapidement M. Beauchenec, s'il vous plaît. Est-ce que M. Beauchenec est ici? Merci. Je n'ai pas su fermer. Je ne sais pas comment faire.